En 1892, le peintre Paul Signac débarque à Saint-Tropez. Un coup de foudre. Dans ce port, pas une seule terrasse de café. Rien que des bateaux, des pêcheurs et une lumière irrésistible. Alors Signac s'installe à Saint-Tropez et il marque de son empreinte l'histoire de la peinture. Au bout du quai, une ancienne chapelle reconvertie en musée. Le musée de l'Annonciade. Accrochage exceptionnel ce jour-là. Le musée prépare son 60e anniversaire. L'Annonciade possède le plus grand nombre d'œuvres de Paul Signac en France. En particulier ce tableau, Saint-Tropez le quai, peint en 1899. Une œuvre pointilliste, composée d'innombrables petites touches juxtaposées. Parfait, c'est bien. C'est la couleur qui va construire tout ce tableau. Mais regardez le nombre de nuances qu'il y a dans cette simple voile ici, ou même dans celle-ci. Est-ce qu'elle est jaune, est-ce qu'elle est rouge, il y a du bleu dedans, il y a du violet, il y a du blanc. Bon, déjà, oser autant de couleurs sur un tableau comme celui-ci, c'est assez révolutionnaire, quoi. Peindre des ports comme ceci, ça n'existait pas. Vous imaginez les impressionnistes qui seraient venus sur Saint-Tropez et auraient peint Saint-Tropez, ils auraient joué sur 5, 6, 7, 8 couleurs. Mais pas, là il y en a, je ne sais pas combien, mais il y en a au moins 40 couleurs différentes ici. Paul Signac aimait la lumière de Saint-Tropez. Son ami Henri Matisse également. Il conçoit ici son tableau luxe, calme et volupté. Le premier manifeste de sa peinture, aux touches vives et contrastées. Vous voyez Matisse, quand il arrive sur Saint-Tropez, il passe l'été 1904 ici, auprès de Signac, sur son invitation. L'année d'après, c'est le fauvisme qui naît. Matisse libère ses couleurs. Cette gitane, peinte en 1906 et conservée au musée de l'Annonciade, est l'une des grandes œuvres dites fauves. C'est vrai qu'il est très difficile. On a du mal à voir là un modèle qui pose pour Matisse. Et en fait, parce que c'est pas le modèle qui l'intéresse, c'est la peinture qui l'intéresse. Et non pas du tout une réalité. Et si vous regardez les fonds, enfin, etc., vous avez l'abstraction qui est là présente, hein, aussi. À la même époque, d'autres artistes se sont arrêtés à Saint-Tropez. En particulier Henri Manguin, qui peint cette jeune baigneuse en 1905. La même année, Charles Camoin, lui, préfère la place aux herbes à Saint-Tropez. Et voici le port d'Albert Marquet. Des artistes qui ont exposé à Paris et qui ont changé le regard sur ce petit port. C'est parce que les peintres ont peint Saint-Tropez que cette image est restée et que finalement même la population tropézienne a compris qu'il fallait garder cette image-là. C'est Saint-Tropez qui devient l'image d'un tableau, quoi. C'est surtout les paysages que montreront ces peintres dans les salons parisiens qui va inciter finalement une partie de la bourgeoisie parisienne à découvrir et à aimer finalement ce pays qui est quand même un merveilleux pays au niveau de la nature, au niveau de sa lumière, entre la mer et la montagne et les collines. C'est magnifique, quoi, Saint-Tropez. En face de la plage des Canoubiers, à Saint-Tropez, s'est installée Colette en 1926. Elle baptise sa maison la Treille Muscat. Colette goûte ici les plaisirs d'une vie simple, en plein air. La baignade et la compagnie de ses animaux. Sans oublier l'écriture.
À Saint-Tropez, elle ouvre même brièvement une petite boutique de cosmétiques, une succursale de son institut de beauté parisien. Colette quitte cette maison juste avant la guerre. À la Libération, ce sont les écrivains et les artistes de Saint-Germain-des-Prés qui arrivent à Saint-Tropez. Leur quartier favori se trouve ici, avec sa petite plage et ses pêcheurs. Le quartier de la Ponche. À la terrasse de la Ponche, le petit port des pêcheurs, on se regroupe et on s'attable pour l'apéritif. En terrasse, comme sur le port, on croise Juliette Gréco. Mais aussi Boris Vian, ici en chemise rayée, accompagné de ses amis artistes. Tout ce beau monde se retrouve à la Ponche. Le jazz a fait son entrée et Saint-Tropez va changer. En 1960, un film est tourné sur place avec Jacques Higelin et Marie Laforêt. Saint-Tropez, Saint-Tropez, ils reviendront toujours. Saint-Tropez. Dans les yeux de tes filles, il y a la joie de la vie, et toutes les folies, et toutes les fureurs Saint-Tropez. Saint-Tropez, Saint-Tropez, Ce film montre le village de pêcheurs, devenu lieu de villégiature pour jeunes Parisiens. Une jeunesse qui danse, qui flâne dans les ruelles, sous les yeux des Tropéziens, et qui s'habille avec style, dans la boutique Vachon de préférence. Ça va comme ça? Ouais, pas mal. La petite ville de Saint-Tropez est désormais à la mode. Tiens, c'est en prime. Et elle n'est pas la seule. Juste à côté de Saint-Tropez, voici la plage de Pampelonne. Plus de 4 kilomètres de sable. Elle est classée espace naturel remarquable. L'été, plusieurs dizaines de milliers de personnes viennent chaque jour y prendre le soleil. Pampelonne est l'une des plus célèbres plages du monde. C'est un film qui a changé son destin. Il y a 60 ans. Alors tu te lèves tout mouillé. Tu veux que je te porte? Roger Vadim a tourné son film ici, à Pampelonne, ainsi qu'à Saint-Tropez. Plus qu'un film, un véritable phénomène de société. Dès lors, Brigitte Bardot, Saint-Tropez et Pampelonne deviennent indissociables.
Retour sur le port et ses terrasses au soleil, très recherchées. En particulier cette terrasse rouge. Une terrasse presque centenaire, pour voir et être vue. Tôt le matin, les sièges sont encore vides. Ces fameux sièges qui ont vu défiler de très nombreuses célébrités. Dans ce café-pâtisserie, la spécialité la plus ancienne, c'est le nougat. C'est un nougat maison, donc pistache, amande et le petit secret maison qui restera maison et non divulgué. Cette recette est restée non divulguée depuis la création, depuis 1887. Il n'y a que chef pâtissier et notre nougatier, bien sûr, qui connaissent la recette. Au-dessus des vignobles, le village de Gassin. L'un des plus beaux villages de France, surplombant les terres de la Presqu'île et la Méditerranée. Au pied de l'église, une propriété privée, à peine visible sous les arbres. 2000 mètres carrés d'espace vert, ouvert gratuitement aux visiteurs. Cet espace est classé jardin remarquable. J'ai senti un moment que probablement toute la ceinture verdoyante de ce village risquait d'être en danger. Et nous sommes dans cette ceinture verdoyante du village. C'était certainement la motivation première, qu'elle rende à ce village sa beauté initiale, lequel est quand même un beau village de France. Ce n'est pas une paysagiste qui est à l'origine du jardin, mais une ancienne chercheuse au CNRS. Marie-Thérèse Lardy a créé ce jardin botanique avec sa belle-mère dans les années 70. Ce qu'elle a voulu créer, c'est un sous-bois méditerranéen aux allures de jardin sauvage. Il est sauvage. Il est volontairement sauvage. C'est l'objectif. Que quand on rentre dans cet espace, on ne sente pas un décalage considérable avec les espaces sauvages environnants. Quelque chose qui ressemble finalement à un sous-bois, mais en même temps, je dis avec des amis jardiniers autour de moi, du négligé maîtrisé. Arrosage, nettoyage, étiquetage à la main, Marie-Thérèse s'occupe de tout. Ici, près de 600 espèces sont répertoriées et préservées. Un petit conservatoire du patrimoine végétal méditerranéen. Des fleurs, des plantes, des arbres remarquables, comme ce mûrier noir et ce chêne liège, centenaire. Cet arbre est remarquable par sa capacité à laisser passer l'incendie. Il est protégé par sa carapace de liège. Et c'est assez extraordinaire de voir dans les forêts incendiées ces arbres au tronc noir, noircis, et qui au printemps redonnent des feuilles vert tendres. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Ici, Marie-Thérèse préserve non seulement les végétaux, mais aussi les effets de lumière et de perspective, la sérénité des lieux. Un défi pour elle, car son jardin est coincé entre une route et des terrasses de restaurants très fréquentées à la belle saison. Je me sens dans un combat réellement. Il faut défendre cet espace de calme, de sécurité, de tranquillité, ce que finalement les visiteurs viennent chercher. Et j'ai eu tout récemment un exposé par un paysagiste, un grand paysagiste, qui a qualifié cet espace de jardin de résistance. Et ça m'a plu. J'ai trouvé ça très, très juste. On
ne travaille pas pour soi. On travaille toujours avec l'espoir que le combat est juste, que dans le futur, il y aura une continuité, que d'autres combats suivront.